Je vous remercie d'être venu pour cette ultime séance d'audition au sujet du projet de loi sur le mariage de personnes de même sexe. Vous savez que nous avons procédé avec nos rapporteurs éminents, Jean-Pierre Michel pour la commission des lois et Michel Meunier pour la commission des affaires sociales, à plus de 40 heures d'audition publique, auxquelles se sont ajoutées une dizaine d'heures d'audition que vous avez menées. Et puis, nous avons pensé, suite d'ailleurs à certaines suggestions, et de telle manière que les auditions soient le plus complètes possible, nous avons pensé à solliciter Madame Marianne Chapdelaine, présidente du Conseil supérieur de l'adoption, et puis tout à l'heure, Monsieur Jacques-Alain Miller, psychanalyste. Nous avons pensé à les solliciter. Je tiens à dire d'emblée, mes chers collègues, que le Sénat a fait un travail que je crois assez remarquable. Après celui de haute qualité de l'Assemblée nationale, Madame la Présidente, puisque nous avons reçu l'ensemble des grandes associations, des institutions, des représentants de tous les cultes, nous avons reçu des juristes, psychologues, psychanalystes, anthropologues, spécialistes de toutes les disciplines susceptibles de nous concerner, et que le Sénat a fait son travail comme il a cru devoir le faire, et que quelques polémiques récentes, et d'ailleurs superficielles, n'entacheront en rien, pour nous, la qualité de ce travail que nous avons mené comme nous avons cru devoir le mener en toute indépendance. Donc, nous sommes heureux d'accueillir Marianne Chapdelaine, qui a de grandes qualités. D'abord d'être informaticienne, sujet où certains d'entre nous reconnaissent leurs lacunes. D'être députée. Vous savez bien que le Sénat a un grand respect pour les députés. Je pense que c'est réciproque, Madame la Présidente, car vous savez bien que derrière chaque député sommeille un sénateur ou une sénatrice en puissance. Nous sommes tous les deux dans ce cas. Nous sommes même tous les trois avec Catherine. Mais les autres n'ont pas encore connu parmi nous cette double investiture. Enfin, ce n'est pas une investiture puisque c'est une élection. Et donc, vous êtes depuis 2012, vous avez siégé bien sûr en tant que conseillère municipale puis adjointe à la mairie de Rennes. Et vous êtes maintenant présidente du Conseil supérieur de l'adoption. Donc, nous avons beaucoup de questions à vous poser. Et d'abord, nous allons vous entendre, peut-être pour un exposé liminaire, car nous sommes persuadés que le travail approfondi qu'a fait l'Assemblée nationale doit peut-être être précisé par rapport à un certain nombre de questions relatives à l'adoption. Donc, je vous donne tout de suite la parole, Madame la Présidente. Je vous remercie. Ça, c'est comme à l'Assemblée. Donc, comme vous le savez, la composition du Conseil est variée et diverse. Et elle comprend des élus, donc parlementaires et élus locaux, et notamment elle comprend Monsieur Balazé, qui est sénateur, et des associations. La Bazée. Voilà. Des personnalités qualifiées, avec notamment des magistrats. Mais ça assure au Conseil une vision pluridisciplinaire des problématiques liées à l'adoption. Nous avons donc consulté le 23 octobre 2012, conformément aux dispositions de l'article 148.1 du Code de l'action sociale et des familles, sur le projet de loi tendant à ouvrir le mariage aux couples de même sexe. Donc, le même jour a été rendu un avis au Conseil d'État, mais les participants ont souhaité que nous puissions approfondir cet avis dans le cadre d'un groupe de travail. Donc, nous nous sommes réunis 4 fois pour transmettre un avis qui a été transmis au président des 2 chambres. Donc, j'espère que vous en avez eu connaissance. Donc, parce que le Conseil
s'est dit qu'au-delà du mariage, il y avait bien évidemment l'adoption et qu'il fallait approfondir certains éléments que je détaillerai plus tard. Donc le Conseil s'est efforcé de faire émerger une vision pluraliste, adogmatique et unifiée de ses travaux. Donc c'est cette méthodologie qui a abouti à la contribution du 9 janvier 2013. Et dans les propos préliminaires du CSA, je voudrais insister sur l'intérêt de l'enfant. Donc, en premier lieu, le Conseil supérieur de l'adoption a tenu à rappeler que sa priorité était d'analyser les conséquences de cette réforme vis-à-vis de l'intérêt de l'enfant, parce que pour le CSA, l'adoption est avant tout une mesure de protection des enfants privés durablement de famille et dont la finalité est de donner une famille à un enfant et non un enfant à une famille. Et dans un contexte où, bien évidemment, le mariage ne donne pas droit à l'adoption, mais uniquement le droit d'engager les démarches en vue d'une adoption. En plus, nous sommes dans un contexte marqué par un déséquilibre entre le nombre de candidats agréés en France, qui sont de l'ordre de 24 000, et le nombre d'enfants adoptables en France et à l'international, où on est plutôt sur 2 000. Enfin, le Conseil supérieur de l'adoption a souhaité aborder l'ensemble des incidences du projet de loi de manière sereine et non polémique. Ainsi, le Conseil supérieur de l'adoption considère qu'il ne doit pas y avoir d'amalgame entre l'orientation sexuelle des parents et leur capacité éducative et affective. Il n'y a donc pas de problème majeur pour le Conseil supérieur à ce qu'un enfant soit élevé par un couple de même sexe. On va en arriver sur les conséquences. Les conséquences de ce projet de loi peuvent donc être par contre importantes en matière d'adoption et elles suscitent nécessairement, logiquement, et je dirais même heureusement, pour les membres du Conseil, un certain nombre d'interrogations, tant sur le fond que sur sa mise en œuvre concrète. En tant que présidente du Conseil supérieur de l'adoption, j'ai souhaité qu'un consensus... C'est ma voix qui fait ça? Non. J'ai souhaité qu'un consensus puisse émerger entre les différents membres du Conseil. L'intérêt de l'enfant dont il a été question ne devait en aucun cas être un prétexte à une polémique. La sagesse des membres du CSA a permis de conserver cette mesure et ce recul et a abouti, je pense, à une contribution équilibrée et surtout faisant sens. Ainsi, chaque conséquence du projet de loi en matière d'adoption a fait l'objet d'un examen attentif et spécifique dans la mesure où elle n'a pas le même impact pour l'enfant. C'est ainsi que pour certains membres du Conseil, la possibilité pour les familles homoparentales de mener un projet conjoint d'adoption d'un enfant pupille de l'État ou d'un enfant étranger est un bouleversement majeur du droit de la filiation, ce dernier étant aujourd'hui fondé sur l'altérité sexuelle des parents. L'instauration de ce double lien de filiation à l'égard des deux parents du même sexe aurait pour effet de priver l'enfant de toute possibilité de se voir conférer un parent de l'autre sexe. Les interrogations soulevées sont liées au devenir de ces enfants et à leur construction identitaire en l'absence de référent parental de sexe opposé. Pour d'autres membres, la possibilité pour un époux d'adopter l'enfant de son conjoint de même sexe, lorsque le lien de filiation n'est établi qu'à l'égard de ce parent, peut répondre à l'intérêt de l'enfant. En effet, cette possibilité qui concernera les familles homoparentales d'ores et déjà constituées apportera à l'enfant la sécurité juridique et la stabilité nécessaires à son développement. Le Conseil, dans son ensemble, souhaite que la mise en œuvre de cette loi soit accompagnée d'un certain nombre de précautions. Ainsi, afin de prévenir une nouvelle source éventuelle de discrimination pour l'enfant adopté, cela en raison d'une structure familiale différente des autres enfants, des outils de sensibilisation et d'accompagnement doivent être mis en place. De même, des mesures d'accompagnement en amont et en aval du processus d'adoption doivent être mises en œuvre pour les professionnels, les parents et les enfants. La crainte relative à la fermeture de certains pays à l'adoption internationale impliquera une réflexion spécifique. Enfin, il apparaît nécessaire de continuer à maintenir une transparence vis-à-vis des pays d'origine quant à la structure familiale des demandeurs. Voilà ce que je pouvais vous dire, en préambule, et maintenant je suis prête à répondre à vos questions. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je vais bien sûr donner la parole d'abord à nos deux rapporteurs. Donc d'abord, Jean-Pierre Michel. Oui, merci, Monsieur le Président. Nous avons auditionné de nombreuses associations, conseils, etc., concernant l'adoption. Et
le rapporteur et la commission des lois a voulu prendre le texte tel qu'il sortait de l'Assemblée, c'est-à-dire sans bouleversement majeur. Si nous l'avions fait, nous aurions certainement modifié plusieurs règles concernant l'adoption. Et je voudrais avoir votre sentiment, peut-être pour le cours des débats et aussi pour la suite des textes. J'ai de plus en plus tendance à penser, d'après ce que j'ai entendu ici, que l'adoption plénière n'est plus, je dirais, ne correspond plus à la réalité. Voilà. Elle ne correspond plus à la réalité parce qu'aujourd'hui on adopte des enfants plus âgés, beaucoup à l'étranger, et que donc en plus, lorsque ces enfants seront adoptés par un couple Oui, ça va. Hein. Oui, allez-y. Pour le moment, ça marche. Vas-y, allez-y, monsieur le rapporteur. Non, ça marche. Oui. Et qu'en plus, lorsque ces enfants seront adoptés possiblement par des couples homosexuels, je dirais, ils auront une double interrogation. D'abord, ils auront l'interrogation qu'ont souvent tous les enfants adoptés à qui on cache leur origine, leur histoire antérieure. Et puis, ils auront une autre interrogation, car ils sauront immédiatement que les deux papas ou les deux mamans ne sont pas leurs parents. Et qu'en aucun cas, ils ne peuvent l'être. Et donc, je crois que ça remet en cause cette idée que l'adoption plénière est la fiction qui fait que l'enfant adopté rentre totalement dans la famille qu'il adopte et qu'il n'a plus aucun lien, aucune possibilité de savoir ce qu'il était, d'où il vient, ce qu'il était auparavant. Donc ça, je crois que c'est une vraie interrogation. Moi, personnellement, parce qu'on a connu des cas, on en connaîtra aussi dans les enfants nés de PMA. Le même problème se posera. Je pense que le fait de mentir est pire que tout pour la construction d'un enfant. Voilà. Donc là-dessus, alors c'est pas dans le texte d'aujourd'hui, ça pourrait y venir dans la discussion en réponse à des amendements. Je pense que là-dessus, une réflexion doit s'engager et que vous êtes bien placé pour l'engager et pour dire à Madame la ministre de la Famille qui prépare un projet de loi famille dans lequel je pense que l'adoption devra avoir une place centrale. Voilà ce qu'on devrait faire à l'avenir. Merci, Madame Meunier. Oui, merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, merci d'avoir retracé le travail effectué au sein du Conseil supérieur de l'adoption, auquel je suis membre au titre de mon département. Et donc, vous avez bien redit les choses, à savoir parler des capacités éducatives et de l'intérêt de l'enfant sans que cela soit forcément l'argument que l'on met parfois un peu à toutes les sauces. C'est vrai qu'il a été souvent question de l'adoption, comme vient de le dire Jean-Pierre Michel, et puis de son corollaire qui est l'accès aux origines. Donc cela dépassera bien sûr le cadre de cette loi et appellera une future loi sur la filiation. Mais je voulais vous demander, parmi les membres donc, de votre conseil, quels sont ou quel est, à votre avis, le point de clivage qui existe donc, sur le mariage de personnes de même sexe, avec ce que ça induit en termes d'adoption donc de l'enfant de son conjoint ou de l'adoption des deux personnes. Qu'est-ce qui pose problème pour que cela soit dans ce mariage personnes de même sexe. Si je vais peut-être poser une question dans le droit fil de ce qu'a dit Jean-Pierre Michel. Je me pose vraiment une question par rapport à cette loi et non seulement par rapport aux lois futures. Il est tout à fait clair que le mariage entre personnes de même sexe pose un vrai problème par rapport aux enfants adoptés. Il y a eu une conception de l'adoption plénière qui, comme l'a dit monsieur le rapporteur, était fondée sur une sorte de mensonge, au moins par omission. C'est-à-dire qu'on disait aux enfants qu'ils avaient un père et une mère et qu'il n'y avait pas lieu d'imaginer qu'il peut y en avoir d'autres. Bon. Et puis, après, est arrivée la loi sur le droit à connaître les origines. Mais dans le cas d'enfants adoptés par un couple homosexuel, il est évident, il est patent pour l'enfant que
ces deux pères ou deux mères ne sont pas l'homme et la femme dont il est issu. Enfin, ne sont pas, peut-être qu'il y a un des deux membres du couple, mais en tout cas pas les deux. Dans ce cas-là, je pose vraiment cette question. Ne pensez-vous pas que dès cette loi, dans cette loi, il faut au moins mettre en place un droit à la connaissance de l'origine? Parce que l'enfant qui est adopté par un couple homosexuel ne peut pas croire, ne pourra jamais croire qu'il est issu de ce couple. Donc, il demandera automatiquement à connaître la vérité sur son origine. Donc, ne serait-il pas sage qu'il y ait un amendement qui prévoit explicitement le droit de connaître les origines dans ce cas? Voilà. Alors, je me suis permis de me greffer sur nos rapporteurs, mes chers collègues. Est-ce que vous donnez les réponses, Madame la Présidente, et après je donne la parole à nos collègues, ou est-ce que nos collègues veulent parler tout de suite? Moi, je fais comme vous dites. Ah, mais oui, mais moi aussi, vous savez. Bon, on donne peut-être la parole à Madame la Présidente pour entendre peut-être ses réactions à ses premières interventions. Madame la Présidente. Alors, sur l'adoption plénière, c'est vrai que ça a été un des gros éléments, et je dirais que derrière l'adoption plénière, il y a la filiation, qui là est le point de clivage. C'est-à-dire que au sein du CSA, il y avait les personnes qui disaient que un couple homosexuel pouvait très bien élever un enfant, qu'il n'y avait aucun problème. Par contre, dès lors qu'on parlait d'adoption plénière, en quelque sorte, donc d'écraser l'état civil et d'en remettre un nouveau, là, ça posait problème parce que pour certains, l'enfant ne pourrait plus s'identifier à un papa et une maman, donc à l'altérité sexuelle, et c'était vraiment là le point de clivage. Et à tel point que certains disant, si c'est dans un couple homosexuel ou même dans un autre couple, ne pourrait-on pas envisager une autre forme juridique que l'adoption ? Même pas l'adoption simple, mais une autre forme juridique qui permettrait que l'enfant soit sécurisé juridiquement, mais ça ne s'appellerait pas l'adoption et du coup on ne toucherait pas à la filiation. Après, pour d'autres, notamment je pense à une association MASF que vous avez peut-être auditionnée, pour eux l'adoption ne posait pas problème parce que l'enfant ne se construit pas que par rapport à ses deux parents, il se construit aussi par rapport à des oncles, des tantes, et là on retrouve l'altérité sexuelle. Donc c'est vrai qu'il y avait ces différentes options, et vraiment le point de clivage c'était la filiation, c'était le fait. On a aussi beaucoup parlé de l'accès aux origines. Alors, je crois que l'accès aux origines, il concerne tous les enfants adoptés. Et notamment, l'association Racine coréenne a beaucoup pointé du doigt le fait de pouvoir avoir accès à ses origines, savoir d'où on venait, et que ça, c'était très important. Donc, je dirais que ça ne le sera peut-être pas plus pour un enfant qui aura deux parents de même sexe, parce qu'il sait très bien par nature, lui, qu'il ne peut pas être construit comme ça. Très vite, il va comprendre que c'est pas possible. Donc, il y a par rapport à ça peut-être un peu moins de prégnance, parce qu'il va le demander naturellement. Mais en tout cas, il faut en finir, et ça a été global autour de la table, avec le mensonge. Il faut dire à l'enfant qu'il a été adopté, et de la manière la plus simple qui soit, et ça, tout le monde était d'accord pour dire qu'il ne fallait plus qu'il y ait de mensonge, que le mensonge c'était une chose révolue, et qu'à partir de maintenant, il fallait trouver le moyen pour que l'enfant puisse avoir une partie de ses origines, que ça soit une lettre laissée par un des parents, que ça soit une manière de dire de quel pays il venait, à inventer à nous, mais que l'accès aux origines était quelque part un droit, donc il pouvait avoir différentes formes, et surtout en finir avec le mensonge qui, là, c'était le mensonge en fait qui créait le problème dans l'adoption. C'est-à-dire quand on mentait aux enfants, c'est pas que les enfants ne savaient pas ou à des moments donnés avaient plus de problèmes que d'autres, c'était souvent le mensonge. Voilà, donc on a effectivement abordé l'autre forme juridique qu'aurait pu être une adoption, et c'est aussi une des questions parce que dans le Conseil supérieur de l'adoption, on a parlé de la loi du mariage pour tous, mais en parlant de la loi du mariage pour tous, vous y étiez, on a parlé d'autre chose, et notamment l'autre forme juridique, peut-être aussi pour les enfants à besoins spécifiques qui sont plus grands, pour qui le délaissement n'est pas avéré. Enfin voilà, donc
Voilà les questions qui ont été, qui nous sont venues à nous, et en insistant très bien, c'est point de clivage. Effectivement, c'est sur la filiation. Pas de remise en cause qu'un couple homosexuel peut élever les enfants aussi bien ou je dirais aussi mal que les autres. Je ne sais pas comment dire. Voilà. Par contre, peut-être inventer une autre forme juridique, mais ça a été aussi une des questions. Et puis aussi le droit à la connaissance de l'origine. Oui, mais alors, excusez-moi d'être insistant, je pose une question précise. Pensez-vous qu'il est possible que cette loi soit votée sans qu'il y ait dans cette loi un ajout qui aurait pour effet de rendre obligatoire la connaissance des origines pour un enfant issu d'un mariage, notamment homosexuel? Je crois que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'accès aux origines, c'est posé pour tous les enfants, qu'ils soient issus de couples homo ou hétérosexuels. Donc, du coup, on ne peut pas le faire dans le cadre du mariage pour tous. D'accord. Puisqu'il faut qu'il puisse s'appliquer à tout le monde et on risque d'en faire sinon un cavalier comme voilà, ou je ne sais pas. Mais peut-être que, et puis je pense qu'il faut, parce qu'actuellement il y a déjà la possibilité d'avoir accès aux origines, mais a priori ça ne fonctionne pas assez bien. Donc je pense qu'il faut avoir le temps de se poser, et plutôt comme l'adoption, enfin là, telle qu'elle a été exprimée dans le cadre du Conseil, elle pose d'autres problèmes, et notamment elle pose le problème du délaissement parental pour les enfants à besoins spécifiques. Elle pose, comme je pense qu'il va falloir, enfin, c'est ce que le Conseil appelle de ses voeux, qu'on aille sur une réforme beaucoup plus grande de l'adoption. Je pense que c'est là qu'il faudra mettre l'accès aux origines. D'accord, merci Madame la Présidente. Excusez-moi d'avoir été un peu insistant, mais comme cette question nous est tellement posée, parce que c'est vrai que dans un cas... Mais vous avez raison, c'est une mauvaise distinction. Le mensonge est toujours mensonge. Donc il y a un cas où le mensonge, d'une certaine façon, pourrait passer, et un autre cas où le mensonge est évidemment absurde. Bon, mais vous avez raison, il faut trouver une solution d'ensemble. Bien. Maintenant, mes chers collègues, alors, chez Madame Tasca, et qui d'autre? Madame Pasquet, vous n'avez pas d'idée, de question? Non? Monsieur Madec? Non? Madame Bonnefoy, Monsieur Husson. Alors, Madame Tasca, vous allez faire... Merci, Monsieur le Président. Merci. D'abord, merci de votre contribution, Madame la Présidente. Je voudrais faire juste une petite remarque en ouverture. Nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que l'adoption plénière se fasse sur le mensonge. Ça existe peut-être dans quelques familles attardées. C'était la pratique courante autrefois, mais il y a quand même des décennies que, d'ailleurs, parce que les gens consultent des psychologues, etc., savent qu'en effet, il n'y a rien de pire pour un enfant que d'être élevé dans le mensonge. Donc je crois qu'il ne faut quand même pas avoir une vision. Et c'est aussi l'évolution de l'adoption qui a levé le mensonge, parce que quand deux papas, que ce soit deux papas ou un papa et une maman blancs adoptent un petit enfant du Cap-Vert ou du Sénégal, le petit enfant sait très très rapidement qu'il est adopté. Donc c'est l'évolution même aussi de la population adoptée. Je crois que ça c'est un élément à prendre en compte. Qui fait, il y a l'âge, comme l'a souligné le président, les enfants arrivent de plus en plus grands, donc on peut moins leur raconter de bobards quand même. Et puis la différence qui s'impose, les enfants voient clair. Alors il y a une différence supplémentaire maintenant avec le mariage des couples homosexuels, mais ils la décrypteront tout aussi vite et tout aussitôt. Donc je voulais faire cette remarque, le mensonge n'est plus en la matière, je dirais, trop présent. Il n'empêche que la réforme de l'adoption plénière et de l'adoption en général semble très très nécessaire. Moi, je voulais vous poser une question, puisque vous avez acquis une expérience dans ce domaine. Où sont les freins majeurs
à l'adoption, et en particulier à l'adoption sur le territoire national de petits nationaux. Est-ce que votre conseil a analysé ce qui aujourd'hui bloque? Parce que, en fait, c'est cette difficulté-là qui a poussé beaucoup de familles à aller chercher des petits-enfants très loin. Or, moi là je donne un avis purement personnel, je n'y ai pas vu beaucoup de réussite, c'est-à-dire que la différence culturelle, raciale, etc., est à l'évidence un problème au sein de la famille. Donc l'adoption internationale, elle pose des problèmes très, très visibles. Alors qu'est-ce qui, à vos yeux, aux yeux du Conseil, explique qu'on se soit enferré parce qu'il y a quand même des enfants qui naissent en France et que la famille n'assume pas. Qu'est-ce qui, pour vous, fait l'obstacle majeur à la possibilité d'adoption sur le territoire? Y a-t-il d'autres interventions? Non? Alors, Madame la Présidente. Sur ce qui se passe actuellement en France, c'est que les enfants sont... Alors, il y a plusieurs problèmes. C'est que déjà, pour qu'un enfant soit adoptable, il faut l'enfant soit dit en délaissement parental. Et ça, c'est de plus en plus dur à obtenir. C'est-à-dire qu'on sait que des enfants, parce qu'il y a un lien qui peut être très tenu et maintenu, l'enfant ne va pas être mis en délaissement parental, donc non adoptable. Il y a aussi des enfants qui arrivent, ce sont des fratries, on a le mot enfant à un besoin spécifique, ça veut dire des enfants porteurs de handicap. Lors du conseil, j'avais été frappée parce qu'il y avait quelqu'un qui disait mais des fois on va à l'étranger et on accepte un enfant qui a un handicap et qu'on ne l'accepterait pas ici. Donc n'y a-t-il pas à réfléchir là-dessus? Comment aussi on prépare des futurs adoptants à avoir des enfants plus grands? Il faut faire le deuil de l'enfant de moins de 3 mois, voire même de moins de 3 ans. En France, il n'y en a quasiment plus. Donc il faut... c'est pour ça que quand nous, on a émis un avis sur le mariage pour tous, mais on est allé très vite sur l'adoption et sur notamment qu'est-ce qu'il faudrait réformer. Et on est parti donc sur les enfants à besoins spécifiques. Revenir sur le délaissement parental, c'est très important. Informer les candidats à l'adoption que s'ils maintiennent l'enfant de moins de 3 ans idéal, entre guillemets, je ne sais pas comment le dire autrement, il y a très peu de chances que ça soit résolu. Et il faut aussi dire que dans les pays internationaux, il y a un certain niveau de vie qui s'élève, donc ils trouvent aussi à faire adopter leurs enfants par leur classe moyenne. Donc je dirais tant mieux, et alors que nous avons ici des enfants plus grands, fratries, porteurs de handicap, qui ne trouvent pas de parents. Donc je crois qu'il va falloir effectivement qu'on se penche sur ces problèmes-là. Bon, nous, on va déjà revisiter l'agrément puisqu'on a bientôt un conseil supérieur, mais je crois que c'est dans cette direction qu'il faudra aller. Il va falloir informer à la fois les futurs adoptants des possibilités, peut-être être un peu innovant sur les formes juridiques dans lesquelles on pourrait confier des enfants qui ne sont pas encore tout à fait adoptables. C'est peut-être une des pistes. Et puis aussi former les personnels des conseils généraux à toutes ces nouvelles problématiques. Mais il faudra aussi un travail avec la justice, parce que le délaissement parental, c'est à un moment donné une décision de justice. En complément, vous demandez, Madame la Présidente, quand vous dites que vous allez revisiter, disons plutôt revoir, parce que vous savez bien que nous sommes rétifs aux anglicismes, mais vous allez revoir l'agrément. Dans quel sens? C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu toute une étude sur l'agrément, donc l'étude va être présentée au Conseil supérieur de l'adoption. Et en fonction de ça, mais vous savez, un conseil, je vous ai dit, très divers et varié, s'il y a des préconisations à faire, bien évidemment, nous les ferons, et nous les ferons aux législateurs. Oui. Alors, j'ai nos deux rapporteurs, Jean-Pierre Michel. Oui, juste une réflexion et qui est à la fois une question. C'est vrai que la question du délaissement parental est une question, à mon avis, essentielle
pour les enfants qui sont en France. Bon. La problématique, à mon avis, si on trouvait peut-être d'autres formes juridiques, comme vous l'esquissez, si on en finissait avec cette idée que dans l'adoption plénière, il y a une coupure totale avec l'histoire antérieure, il y aurait peut-être plus de délaissement parental. Parce que je vois bien, alors je le dis ici à Public Sénat, mais je vois bien que dans certains cas, les assistantes sociales, les gens du Conseil général maintiennent quelquefois des liens très très ténus avec la famille d'un enfant, et la problématique est là. Qu'est-ce qui vaut mieux? Est-ce qu'il vaut mieux que cet enfant soit toujours un enfant dans une famille qui le garde, avec un lien très ténu avec sa mère en général, qui lui envoie une carte postale à Noël, point final, ou bien est-ce qu'il vaut mieux qu'il soit délaissé totalement et puisse être adopté par une autre famille? Mais s'il est adopté par cette famille plénièrement, on ne parlera plus du tout de celle qui, pendant des années, a quand même envoyé une petite carte postale et qui peut-être un certain jour, parce que sa situation sociale aura évolué, voudra peut-être voir son enfant. Voilà. Donc cela me porte à penser que notre législation de l'adoption plénière aujourd'hui, non seulement elle n'est pas adaptée, mais encore elle est un handicap pour trouver des enfants adoptables. Et je pense qu'il y a en France beaucoup d'enfants qui pourraient être adoptés ou, enfin, qui pourraient être recueillis totalement et sécurisés dans une famille, beaucoup mieux qu'ils ne le sont aujourd'hui dans des placements au gré des familles d'accueil ou des choses comme ça. Madame Michèle Meunier. Oui, merci. C'est vrai que toutes ces discussions, on le voit bien, à partir du mariage de personnes de même sexe, appellent donc des réflexions à la fois sur la filiation, sur les autres formes de faire parents, qui appellent d'autres lois. Et toutes ces questions autour du délaissement, ça, c'est comme vous l'avez dit en début de votre propos, ça a à voir avec la protection de l'enfance, puisque l'adoption est une mesure de protection de l'enfance. Et donc je pense, mais là c'est pas évidemment ni cette loi-là, ni forcément le lieu, mais moi je plaide vraiment pour une évaluation de la loi de 2007 sur la protection de l'enfance dans toutes ses composantes, de manière pleine et globale, et non pas, comme on le fait si souvent, de manière très parcellaire, avec une mesure de ci, de là. Et j'ai été heureuse de retrouver donc, le point de clivage qui, encore une fois, est autour de la filiation biologique. Et en France, tant qu'on pensera que celui qui produit l'enfant est le père ou la mère, on restera un petit peu sur cette boucle où on parle de liens tenus, où on pense beaucoup filiation biologique. Or, aujourd'hui, il y a d'autres filiations qui se sont construites, donc soit par adoption, soit par procréation assistée, parce qu'on n'en parle pas, mais aujourd'hui, il y a des couples infertiles qui sont parents de leurs enfants par insémination artificielle avec donneur ou par d'autres systèmes médicaux. Et là, est-ce que le mensonge est là? Bon, ce sont des familles, ce sont des parents. Donc tous ces sujets extrêmement importants, moi aussi j'appelle à pouvoir en discuter et en délibérer dans un autre cadre projet de loi. Oui, j'entends bien, hein, tout ce que vous dites est juste. Simplement, la loi, tout le monde est d'accord pour dire qu'elle renvoie à une autre loi, qui est une loi future. Hein? Donc, il y a quelque chose qui est l'engagement très fort à légiférer en conséquence, si je comprends bien. Faute de quoi, il n'y aurait pas respect de la parole donnée. Enfin, j'espère ne pas choquer par mes paroles. Roger, je ne choque pas. Je ne choque pas, non, parce que sinon, il faut me le dire. Madame la Présidente. Oui, enfin, moi, je ne peux aller que dans le sens de Madame la rapporteure et puis dire qu'il y a déjà eu d'autres formes de enfin, c'est pas d'autres formes de filiation, mais il y a eu ce qu'on appelle la possession d'État, qui à un moment donné avait quand même dans sa troisième composante le fait qu'on reconnaissait que l'enfant socialement avait été le fils d'eux ou la fille d'eux. Donc je crois que
on a déjà touché à la filiation biologique, mais on voit bien qu'à un moment donné, c'est bien cette filiation biologique conçue, qui pose problème. Et pourtant, le législateur a déjà, parce qu'il y a eu la possession d'État, il y a eu aussi en 2005 la fameuse pouvoir confier l'autorité parentale, mais qui ne sécurise pas les enfants puisqu'elle tombe si l'un des deux n'est pas d'accord ou bien en cas de décès de l'enfant, mais on voit qu'il y a déjà eu des tentatives du législateur, donc quelque part il va falloir aller plus loin, voilà. Mais on a déjà pensé à une autre forme de filiation. Et puis comme vous le disiez justement, il y a à un moment donné des enfants pour qui le lien existera toujours parce que, comme vous le dites, on va envoyer une carte postale ou même le grand-père ou la grand-mère vont venir, mais quand même l'enfant serait mieux dans une famille. Donc peut-être qu'à côté de l'adoption plénière, parce qu'il faut savoir que l'adoption plénière a été très fortement défendue par les associations dans le Conseil supérieur de l'adoption. Donc, mais en même temps en disant peut-être que pour d'autres cas, eh bien, il faut être inventif. Donc je crois qu'il n'y a pas une forme d'adoption, il y a des formes d'adoption pour l'intérêt de l'enfant. Et selon la situation de l'enfant, eh bien, c'est telle ou telle solution qu'il faut envisager. Bien. Madame Tasca, oui, bien sûr. Parce que je trouve que tout à l'heure, notre rapporteur a ébauché une issue. En réalité, l'adoption, elle a toujours été conçue, et d'où l'adoption plénière, comme une fiction, finalement, de la filiation biologique. Et on va avoir le même problème avec la PMA, parce que les gens qui revendiquent de fabriquer les enfants d'une autre manière que la manière biologique, ils sont quand même dans une fiction, puisqu'ils veulent, et d'ailleurs ça se retrouve dans les mots, ils veulent retrouver tous les attributs de la famille naturelle, de la famille biologique. Donc je pense qu'il faudrait réfléchir à la manière de confier un enfant à une famille sans que cela passe nécessairement par l'adoption et surtout sans que cela passe par la fiction de la famille biologique. On ne va quand même pas supprimer les familles biologiques, même avec toutes ces réformes, elles continueront d'exister. Par contre, je pense qu'il faut imaginer un autre cadre juridique pour d'autres formes de relations. Et ça a été dit, il est clair qu'un enfant peut très bien être élevé merveilleusement et aimé dans un cadre qui n'est pas celui de la famille biologique. Mais où ça pêche, c'est que l'on veut toujours faire comme si c'était un substitut à la filiation biologique. Ça n'est pas, l'adoption n'est pas un substitut à la filiation biologique, et les enfants issus de PMA, si ça doit advenir, ne seront pas non plus dans la situation d'une filiation biologique. Donc il y a à inventer quelque chose d'autre que la filiation biologique pour un cadre d'accueil qui soit sécurisé juridiquement et qui soit protecteur de l'enfant. Madame la Présidente, est-ce que vous souhaitez dire quelques mots de conclusion ? Non, mais juste parce que sur la PMA, ça fait écho à ce qui s'est passé dans le Conseil supérieur où effectivement la PMA a été... Parce que l'adoption intrafamiliale, ce sont souvent des enfants issus de PMA. Et là, c'est vrai que, hormis la construction, mais qui pouvait se faire par une figure masculine ailleurs et tout, elle posait moins de soucis. Là où j'attire l'attention, le souci c'était quand on allait adopter des enfants à l'étranger ou des enfants ici. Donc quand c'était l'enfant du conjoint, là-dessus, tout le monde était d'accord pour dire que quelle que soit la forme d'adoption, finalement, ça sécurisait l'enfant. Donc voilà. Puis, en dernière cour, moi, je ne peux dire que ça a été la fin de nos travaux. C'est que, effectivement, au travers de cette loi-là, on a beaucoup parlé de l'adoption, mais qu'il y a d'autres, je dirais, il y a d'autres pistes à soulever sur l'adoption, notamment le délaissement parental, enfant à besoins spécifiques. Voilà. D'accord. Bien. Eh bien, écoutez, il me reste à vous remercier, je crois, au nom de tous, pour toutes les informations que vous nous avez apportées. Madame la Présidente et chers collègues, merci beaucoup.